Une chose qui est très intéressante quand vous faites des interviews comme ça, et qu'en plus vous en faites depuis un petit moment, en tout cas sur Radio Clapas, que ce soit avec un pixel près ou avant avec Games and Pixel, j'ai eu l'opportunité pour ma part de rencontrer tout un tas d'acteurs et d'actrices des industries culturelles et créatives. Et là où ça va être très intéressant, c'est que ça permet systématiquement d'aller au-delà de simplement de parler de jeux vidéo ou de jeux de société ou de jeux de rôle, mais d'aller aborder d'autres thématiques, des thématiques sociétales, des thématiques historiques, mais aussi des thématiques entrepreneuriales. Et là, il se trouve que Team Empreinte fait partie du réseau des SCOP, donc les sociétés coopératives de production, pour alléger la chose, puisque Victor va nous en parler dans un instant durant une interview qui a été réalisée en live sur la chaîne Twitch un des jeux. Et donc je vous laisse découvrir ça. C'est extrêmement intéressant de voir comment eux s'adaptent et comment ce choix stratégique d'organisation conditionne aussi la façon de voir la création elle-même, comment est-ce qu'ils voient l'interaction avec leur éditeur, hein, et aussi comment est-ce qu'ils voient d'une façon générale l'avenir de leur jeu, qui en fait est un projet, hein. Il faut penser forcément à la dimension économique, et justement Victor nous présente tout ça. C'est notre premier jeu, publié sur Steam, ouais. Ok. Et en tout cas, c'est le premier jeu de Team Empreinte. Team Empreinte qui est, donc comme je vous disais, le studio qui est en scope, et c'est un jeu qui est édité par Collab Games, qui est une maison d'édition qui a annoncé son existence aujourd'hui, ce matin même. Vous avez ça c'est quand même un truc, si on peut prendre 2 petites secondes. Vous travaillez avec un éditeur qui a annoncé juste maintenant en fait son lancement. Ça c'est un truc qu'il faudra discuter, parce que vous êtes un studio avec 2 personnes seulement. Est-ce que ça veut dire que on se retrouve quand même avec entre guillemets une petite double équipe, ou est-ce que vraiment on est sur un éditeur indé, mais ils sont déjà un peu nombreux? Actuellement l'équipe, donc c'est Marc Fausner qui est producteur. Donc ça va être celui qui va nous donner, on va avoir des rendez-vous avec lui chaque semaine pour voir l'avancée du jeu, et il va s'occuper d'aller chercher les studios de localisation, les traducteurs, les QA. Donc ce qu'on appelle QA, c'est les tests qualité pour vérifier que le jeu a pas de bug. Donc là on est pré-QA, c'est-à-dire que les QA sont pas encore passés sur le jeu, donc vous nous excuserez si jamais ça bug. Et après, à côté de ça, on a une personne en relation presse, une personne en direction artistique, bien qu'en fait il soit pas beaucoup intervenu sur le jeu parce que c'est quelque chose où je suis assez à l'aise, et un directeur qui s'occupe de trouver l'argent globalement. D'accord. Oui, donc mine de rien, ils sont plus nombreux de leur côté qu'on l'est de notre côté à développer le jeu. Après, ils sont pas à plein temps, il y a plein de jeux sur la structure. Donc là aujourd'hui, il y a 3 jeux qui ont été annoncés avec l'annonce de l'éditeur. Et donc ils font un suivi roulant en fait. Dans la semaine, on les croise peut-être 3-4 heures maximum. Ok. Comment est-ce que vous êtes réparti le travail ? Est-ce que toi, il a fallu que tu acquières des compétences que tu n'avais pas au départ, ou est-ce que vraiment vous avez réussi à vous partager le travail entre guillemets tel quel ? En gros, donc nous, comme je le disais au début du stream, on est en coopérative. Et un des enjeux de la coopérative, donc, c'est le fait que toutes les décisions sont votées démocratiquement, et surtout qu'on essaie de lutter contre les dynamiques de pouvoir. Les dynamiques de pouvoir, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être par exemple le pouvoir par le savoir. Imaginons si Maxime est développeur et que Maxime a donc il a toutes les compétences techniques de développeur, et moi je suis illustrateur, j'ai toutes les compétences techniques de dessin. Peut-être que un jour je vais lui dire j'aimerais bien qu'on ajoute ça au jeu, et il pourra me répondre non, on peut pas parce que techniquement c'est pas possible, sans que moi je sois capable de savoir si c'est possible ou pas. Et de la même manière, s'il me dit tiens, on pourrait rajouter tel personnage, pour lui dire non mais ça passe pas,
À dessiner, ça marchera pas. Du coup, en fait, l'enjeu depuis le début, nous, ça a été de lutter contre les dynamiques de pouvoir et donc de lutter en partie contre ces dynamiques-là de pouvoir par la connaissance. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait, on a mis des systèmes de tutorat. C'est-à-dire que pendant qu'il code, alors il y a des moments où je vais aller avec lui, il va m'apprendre à coder. Donc en fait, pendant cette aventure, bah, j'ai appris à coder et j'ai commencé à faire des game jams en solo, à être capable de coder, dessiner en même temps, et ainsi de suite. Et cette année, je donne des cours de code, tu vois, parce qu'il y a justement bah, ce processus comme ça de d'apprentissage. Et en fait, là, dans le jeu, bah, il y a quand même une répartition qui va être de l'ordre de peut-être Maxime a fait 70% du code et j'ai fait 30% du code. Parce que bah lui il a temps plein là-dessus et puis moi je vais voilà. Mais par exemple dans un premier temps tout le système de bulles, le fait que les bulles elles s'agrandissent, les effets de texte qu'on peut mettre, les trucs comme ça. Bah, par exemple, c'est moi qui les codé. Et après, quand il a fallu bah, corriger certains trucs, faire en sorte que quand tu cliques sur les bulles en cours, on puisse les modifier, des choses comme ça. Bah à ce moment-là, j'étais sur autre chose et c'est Maxime qui a repris le truc. Et donc il y a des va-et-vient en fait qui se font comme ça, facilité par le fait qu'on soit que deux et que constamment en fait on puisse dire ah, bah tiens t'as fait ça, comment t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça et ainsi de suite. Déjà on a voté et on s'est mis d'accord avec l'équipe et en interne et en externe sur les éléments du jeu, donc ça a été des votes à part égale et ainsi de suite, et tous les choix ont été faits en concertation et après bah le boulot est assez bien réparti. En fait ce qu'on a voulu éviter c'est que sur notre premier jeu il y a des moments où Maxime bossait en extérieur, donc c'était avant qu'on signe un contrat, qu'on puisse passer à plein temps là-dessus et tout ça. Et Maxime bossait en extérieur, et moi j'avais besoin de ce qu'il aurait dû coder pour pouvoir avancer dans le jeu, par exemple pour pouvoir mettre en place les décors et ce genre de choses-là. Et donc je me retrouvais à me tourner les pouces pendant 3 mois en attendant que Maxime revienne, quoi. Ouais. Et ça c'est un souci aussi à l'échelle d'un studio. Et enfin dernier truc, c'est que souvent ce qui se passe dans les studios, c'est que tu releases le jeu, et donc là, les gens, ils jouent, ils trouvent plein de bugs dans tous les sens. Et pendant cette phase-là, les artistes, ils sont trop contents, ils partent sur le prochain projet, et les développeurs, ils restent et ils se bouffent du bug à corriger, quoi. Donc, par exemple, ça, c'est un des trucs qui, je pense, dans une équipe, peut créer des tensions. Et c'était hyper important pour nous que, par exemple, dans des moments comme ça, je puisse dire, bah, vas-y, je t'aide à corriger les bugs. On se les répartit, et puis comme ça, on fait ça ensemble. Et le prochain projet, on start ensemble. Et comme ça, on a l'impression que c'est vraiment notre projet commun, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça, c'est le gros conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est mettez en place des moments de tutorat. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Et puis après, c'est trop chouette, quoi. Ouais, c'était avec MeniaFX dont on a parlé de la montée en compétences en interne, où vu qu'ils font à la fois de la cinématique de jeux vidéo et à la fois de l'animation 3D en short film, bah, le truc c'est que ils peuvent osciller entre le temps réel, le précalculé, etc. Et du coup, ils vont recruter des gens avec lesquels ils vont essayer de rester pour justement les former aux différents aspects du projet. Eux, d'ailleurs, en plus, ils sont RSE, donc responsabilité sociétale envers les employés. Est-ce que, justement, là, pour l'instant, vous êtes deux, est-ce que cette logique-là, vous comptez la proposer et l'étendre vers l'extérieur ? C'est-à-dire que peut-être que vous en avez déjà parlé, la thématique du recrutement, de recruter une personne qui évidemment soit compétente par rapport à ce dont vous avez besoin, mais aussi qui soit vraiment dans cette idée-là de gain de compétences, etc. Dans tous les cas, on est une scope, donc c'est une coopérative. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans la scope, alors cette personne devra acheter une partie des parts de la boîte. On pourra détailler après, si ça vous intéresse en détail, comment ça se passe et machin. Mais en tout cas, la personne rentre, devient actionnaire de la boîte à la même quantité que nous le sommes. Donc en fait, à partir du moment où quelqu'un va rentrer dans la boîte, cette personne aura autant de droits, autant de devoirs, gagnera autant d'argent et ainsi de suite que nous. Donc nous, on a déjà eu des processus de recrutement, et le côté scope a facilité la chose. Parce qu'en fait, il n'y a pas de je négocie mon salaire, de machin et tout ça. C'est bah le salaire de la boîte, c'est ça. Tu rentres, t'es payé exactement pareil que nous. Si jamais tu veux une augmentation, bah faudra que tu justifies auprès des autres qu'on a suffisamment d'argent pour augmenter tout le monde. Donc voilà, donc ça simplifie beaucoup de choses. Après, pour le côté monter en compétences, ça c'est le truc numéro un qu'on cherche en fait. Et nous, tu vois, la première offre d'emploi qu'on a faite, c'était pour trouver un producteur ou une productrice. Et le truc qu'on a dit, c'est on s'en fout que vous ayez une formation de producteur ou de productrice. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et on a reçu des candidatures qui étaient hyper diversifiées,
avec des gens qui avaient jamais foutu un pied là-dedans, mais qui étaient super chauds ou super chaudes. Et c'était hyper intéressant. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est juste quelqu'un qui est motivé, qui a envie de bien faire, et puis après, on construit notre truc, quoi. Donc c'est un peu l'idée, ouais, clairement. C'est là où on a ce fonctionnement en scope. Si demain vous êtes 5, 10, etc., souvent on a des entreprises qui ont un peu peur, alors même au niveau surtout des personnes qui créent des jeux, il y a cette idée de on va me piquer l'idée. Du coup, je vais étendre cette thématique-là au principe de la scope où justement tu rentres, tu deviens associé d'une boîte qui est déjà existante, qui a déjà des jeux existants, etc. Est-ce que entre associés fondateurs, vous avez cette thématique-là du est-ce que je vais me retrouver dépossédé de mes créations, ou est-ce que au contraire il y a cette idée de toute façon on est sur une logique collective et pas individuelle? Ouais. En fait, pour revenir à la base de pourquoi la scope, il y avait ce côté-là de se dire bon, il y a deux grandes choses. Je vais essayer de pas être trop long, mais première chose, c'était de se dire tu sais, dans les jeux, on nous donne des fois de la monnaie virtuelle et on nous dit bah tiens, si tu dépenses 10 euros, tu peux avoir 850 clingons, et avec tes 850 clingons, si t'en dépenses 40, tu pourras avoir la magie. Ok, ça c'est en fait c'est un nuage de fumée qui fait que comme ça t'as pas l'impression de dépenser du vrai argent, quoi. Et un jour j'ai lu un bouquin, donc j'ai oublié le nom, qui m'a fait illuminer sur un truc, c'est que l'argent tel qu'on a dans la vraie vie, c'est de la monnaie virtuelle. Et en fait, c'est de la monnaie virtuelle sur quoi? Sur notre temps de vie. C'est-à-dire que quand tu vas au boulot, tu donnes du temps de vie. Alors tu donnes du temps de vie avec tes compétences, de machin et tout ça, mais en fait c'est que bah d'ici la fin de ta vie, tu as X années à vivre, et en fait dans ces X années à vivre, tu dis bah je te donne 8 heures aujourd'hui, et en échange de ça, tu me donnes de la monnaie virtuelle qui est l'argent que je dépenserai pour faire d'autres trucs à côté. Et le truc de base qu'on s'est dit, c'est en fait l'heure de vie de Jean-Michel n'a pas une valeur différente que l'heure de vie de Jean-Pascal. Il n'y a pas de raison logique à ce que parce que tu fais du balayage et que moi je fais du dessin, mon heure de vie ait plus de valeur que ton heure de vie. Donc ça c'était le premier truc, c'était de dire ce qu'on veut, c'est recadrer sur c'est quoi le boulot, c'est de l'heure de vie contre de l'argent, et chaque vie a la même valeur. Donc ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, c'était de se dire quand Uber il arrive et il déglingue le marché du travail en faisant l'ubérisation, il passe pas par une loi, il passe pas par un truc comme ça, il passe par l'entreprise. Il prend une entreprise, il dit bah moi dans mon entreprise on ubérise le travail. Et après ça se répand sur la société. Et nous on est des militants qui voulons changer la société, et on s'est dit bah faut le changer par l'entreprise. C'est par là où ça se passe. Chacun a plusieurs choix. On dit bah on peut le changer par la politique, on peut le changer par machin. Mais in fine, le cœur des sociétés capitalistes, c'est l'entreprise. Et le cœur de nous en tant que studio, que ce soit nous, que ce soit Seed by Seed, que ce soit la Poule Noire, tout ça, c'est on veut créer des modèles dans lesquels on ringardise totalement le modèle de l'entreprise traditionnelle. C'est-à-dire que quand tu es dans l'entreprise traditionnelle, tu dis mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, alors qu'en fait les profits ils sont pas répartis de manière bien, et en fait c'est des tu vois, je bosse à Ubisoft, je fais des jeux qui font de la thune, qui sont pas totalement en raccord avec mon boulot, avec mes valeurs, et en plus la thune elle est même pas répartie entre les gens qui ont fabriqué le jeu, elle part chez les actionnaires machin et tout. Bon bah tu peux critiquer cela, etc., mais tu peux aussi créer des contre-modèles, quoi. Et donc il y avait une idée de créer un contre-modèle. Donc on n'est pas les premiers qui ont avancé ça, loin de là. Il y a des grands qui ont ouvert la voie, et je pense notamment aux créateurs et créatrices de Dead Cells, qui s'appellent alors le studio qu'ils ont créé après c'est Evil Empire, mais le studio avec lequel ils ont créé Dead Cells à la base c'était Motion Twin. C'était Motion Merci. Twin. Et Motion Twin c'était une scope. Et c'est une scope qui a essuyé les plâtres de ouf. Parce que ils sont arrivés en scope, ils étaient 4-5, ils ont fait des films, ils ont fait des jeux sur internet pendant des années, ça marchait bien, ils ont commencé à recruter, puis après ils ont fait Dead Cells, ça a explosé de ouf, ils ont recruté, ils ont été 60, ils se sont dit mais attends, mais comment est-ce qu'on s'organise de manière démocratique à 60? C'est horrible, ça marche pas du tout, ça explose dans tous les sens, ils ont créé un autre studio, enfin il y a un laboratoire, quoi. Donc en fait on fait partie du et l'idée de Team Empreinte c'était ça, c'était il y a une empreinte avant nous, il y a une empreinte après nous, et en fait on essaie d'ouvrir la voie comme on nous a ouvert la voie nous aussi, et comme d'autres personnes pourront reprendre le truc. Et donc là, on est un petit peu dans les balbutiements du truc. On réfléchit encore, comment on s'organise, comment machin. Enfin, tu vois, c'est récent,
Mais l'idée, c'est que si jamais on a le bonheur de ne pas être totalement explosé dans quelques années parce que il y aura plus d'argent, parce qu'il y aura plus de machin, parce que la vie d'un studio c'est compliqué, le fantasme, c'est de dire si on trouve une indépendance financière qui fait que on peut dégager du temps, c'est de dégager du temps pour accompagner les gens qui veulent créer des studios, qui veulent être en scope. Et donc après essaimer quoi. Donc faire en sorte qu'il y en ait d'autres et faire en sorte que en fait on change l'industrie au long terme évidemment. Ouais, Je sais pas si c'était ça la réponse, mais oui. Et donc la question c'était est-ce que j'ai peur d'être dépossédé. Donc nous il y a un truc qui est important, c'est que on se disait ok en fait on est deux, on a la même vision, on veut des jeux non violents, on veut des jeux qui réfléchissent le médium et qui, tu vois, par exemple un truc tout con, mais éviter les jeux où si tu gagnes c'est que t'as le plus de pièces d'or. Tu vois, il y a des comme ça, il y a des gros trucs dans le monde du jeu vidéo qui sont un peu actés comme étant un truc machin, mais qui transmettent des valeurs qu'on n'est pas super chose pour transmettre. Et donc on s'est dit, mais attends, là on est deux, ça marche bien, on recrute une nouvelle personne, on en est trois, il y a quand même un rapport de force machin. Dès qu'on a recruté 3 personnes, ça veut dire que si les 3 personnes elles décident que finalement on fait du FPS super violent avec du sang partout, on n'aura pas le choix. Enfin, tu vois, c'est les règles du jeu, quoi. Et donc on a un peu réfléchi, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis dans les statuts de l'entreprise que cette entreprise elle fait pas ça et ça quoi. Donc on a un cadre dans lequel on est censé respecter certaines choses et on est en train de se renseigner pour peut-être passer en je sais plus quel est le terme exact, mais c'est entreprise d'utilité publique ou un truc comme ça, ou entreprise à SIC entreprise à valeur pédagogique, ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc D'accord. qui dit en gros, si on déclare des valeurs, si ces valeurs sont pas respectées, n'importe qui peut venir toquer à la porte et dire attends, on arrête tout et on respecte ces valeurs. Ok. Je suis pas très précis. Source tes frères, fais-moi confiance. Je fais ça. Mais oui, le film Time Out qui est basé sur le temps de vie, ouais. Et je connais pas du tout et je suis très chaud pour les découvrir. C'est avec notamment Justin Timberlake. Et en fait, l'idée c'est qu'ils payent littéralement avec leur temps de vie. Okay. Donc, par exemple, si je te dis tiens, je te paye 15 minutes, en fait, ça part de mon compte, donc ça m'enlève 15 minutes de vie et ça te les rajoute à toi. Et évidemment, les personnes riches du coup ne meurent jamais. Ok, intéressant. Du coup, j'avais une question. Il y a indiqué sur la page Steam pour Campfire une sortie 2025. Oui. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Est-ce qu'on a une idée approximative ? Est-ce qu'on est sur une sortie imminente ? Quand j'ai parlé de mon planning, j'ai dit qu'il nous restait 1 mois avant de finir le jeu. Donc vous savez que ça va venir bientôt. Cela dit, après, quand je dis finir le jeu, c'est on finit le jeu, on l'envoie au test, on l'envoie à la traduction, on l'envoie à tout ça. Donc on n'est pas sur... je vous dis pas que ça va sortir à la fin du mois. Il y a du taf encore. Disons que cet été, on va pouvoir parler largement autour de Feu de Camp. Ok. On avait abordé lors du live, pendant l'interview, le thème du stream lui-même, c'est-à-dire de la diffusion en direct des jeux, du point de vue notamment des éditeurs vis-à-vis du fait que le jeu soit potentiellement streamable, c'est-à-dire qu'il soit fait pour être montré en direct à d'autres personnes. Il y a un enjeu qu'on s'est aperçu nous en faisant, on a beaucoup pitché nos jeux. L'enjeu du stream, c'est hyper important. C'est en fait, tu vois, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai un ami à moi qui fait son jeu en indépendant et donc en fait qui galère, qui sait pas faire de marketing, machin et tout, et qui en fait s'est retrouvé à ce qu'il y ait Étoile, le streamer, qui lors d'une soirée du lundi avec Antoine Daniel, Mintos, machin et tout, disent j'ai joué à ce jeu, il est trop cool. Bon il s'est pris toutes ses wishlists de la vie en une soirée. Et c'était trop bien, tu vois. Mais tu vois, t'as des trucs comme ça. J'allais te dire, en fait, t'aurais fait une pause dans ta phrase. Je t'aurais dit, au pire, tu me files le contact, on fait une interview, un machin. Bon, voilà, tant pis. Mais non, mais en fait, il sera très heureux et en vrai, je pourrais te filer les contacts et ce sera très cool et son jeu est très sympa. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça. Et donc, par exemple, il y a des jeux qui sont trop cool, mais qui ne trouveront pas de financeurs parce que ce n'est pas streamable. Oui, complètement, ouais. Tu vois, t'as des enjeux comme ça, quoi. Tu vois, et alors peut-être après le mec il peut le financer de son côté, peut-être machin. Et il y a plein de gens qui font des jeux qui sont pas super streamables et qui arrivent à s'en sortir, machin. Mais c'est des arbres qui cachent la forêt. Parce qu'en fait, nous il y a un truc très clair, c'est que quand on s'est dit
Donc on avait la possibilité, si tu veux, de faire donc soit on trouvait un éditeur, soit on faisait un emprunt. On n'est pas des oufs non plus, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon bah ok, on va calculer notre espérance mathématique de gain avec notre jeu pour savoir à combien on peut faire l'emprunt. Donc l'espérance mathématique, c'est en gros, c'est quand tu as un calcul de probabilité, tu calcules en gros quel est le score moyen que tu peux faire, quoi. Si tu lances 2 dés, ton espérance mathématique c'est 7, quoi. Enfin voilà, si je vulgarise bien, hein, peut-être que je dis des bêtises. Non, Et du coup, on a calculé notre espérance mathématique. Comment est-ce qu'on a fait ça? On allait sur SteamDB, qui est un site qui répertorie la moyenne, enfin qui estime les ventes des jeux Steam en fonction de il se base sur les reviews, sur les machins, tout ça. On a pris l'ensemble des jeux qui étaient sortis ces 3 dernières années et on a regardé c'est quoi la moyenne de gain. Bon bah d'après vous, c'est quoi la moyenne de gain sur les jeux Steam qui sont sortis lors des 3 dernières années? Ça m'intéresse d'avoir vos. Alors la moyenne de gain, un truc dérisoire, on doit être en termes de gains moyens totaux, c'est ça? Ouais, sur les 18 000 qui sont sortis cette année, les 15 000 de l'année d'avant et les 13 000 de l'année d'avant. On doit être sur une espèce de moyenne à 37 $, un truc comme ça. Parce qu'en fait, il doit y avoir tellement de jeux qui ne se vendent pas et qui sortent en loose que du coup, ça fait cracher la moyenne. En même temps, il y a certains jeux qui marchent, mais c'est des exceptions. Et du coup, dans la règle mathématique, les exceptions sont pas trop... donc ouais, je dirais un truc en mode 137 $ ou 37 $, tu vois. Ouais, c'est aux alentours de 200 $. 200 $? Ouais. Sachant que Steam, ils te prennent 100 $ pour créer ta page. et que après, ils prennent 40% des gains. Mais bon, tu vois. Donc en fait, au départ, nous, on avait calculé que pour faire Campfire, il nous fallait emprunter 30 000. Et on s'était dit, bon, bah ok, 30 000, l'espérance, c'est 200. C'est quand même un gros pari, quoi. Donc voilà. C'est un peu ça l'industrie. On est donc sur une sortie qu'on va considérer imminente pour Campfire. Ouais. Qu'on va pouvoir retrouver. Ce qui va y avoir, c'est que on se retrouve avec un prochain jeu que tu as évoqué, mais qui est hypothétique évidemment, parce que là pour l'instant vous êtes sur la sortie de celui-là. Ouais. Est-ce que tu vois en fait l'avenir de Team Empreinte par rapport à justement ce projet-là, puis un autre, ou est-ce que, vu que celui-là va nécessiter de la modération, etc., tu imagines justement cette espèce de continuité en fait de projet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas sur un projet qui va durer dans le temps avec un autre qui va s'ajouter, ou est-ce qu'on est vraiment sur des trucs séparés en termes de timeline? Alors, concrètement, c'est quoi un projet qui dure dans le temps? C'est un projet qui, soit à la sortie, t'a apporté suffisamment pour que tu puisses te dire, avec l'argent que j'ai gagné, je vais pouvoir me payer quelques mois pour faire continuer. Soit c'est un projet dans lequel tu as des achats in-game ou des trucs comme ça qui font que tu as des revenus qui reviennent régulièrement pour pouvoir payer la suite. Soit c'est un projet qui est un projet de visibilité pour ton éditeur. Et dans ce cas-là, son objectif, c'est mettre en avant, par exemple, vous avez vu, moi, je fais aussi de l'art parce que j'ai ce projet-là qui est un projet un peu, tu vois, arty sur les machins et tout. Bon. Donc, c'est les 3 gros enjeux que je vois, moi, pour faire continuer un projet. Moi, l'envie, je vous ai parlé tout à l'heure de fantasmes que j'ai. On en a certains des fantasmes. Et un des fantasmes, c'est par exemple créer un mode où tu peux parler avec ton toi du passé. Bon, bah, ça, c'est un truc qui me parlerait bien, quoi. Je trouverais ça cool. Bon, bah, pour développer ça, faut de la thune. Nous, le petit chemin de traverse qu'on est en train de trouver et qui nous plaît bien, c'est on veut créer une relation sur le long terme avec notre éditeur. Et on veut pouvoir dire à notre éditeur, signe le prochain. Et si tu signes le prochain, bah, en fait, dans la semaine de prod du prochain jeu, on va se réserver une demi-journée par semaine pour développer du nouveau contenu sur Campfire. Et petit à petit, continuer ce truc-là et faire vivre au fur et à mesure des jeux sur le long terme, tout en les finançant par l'argent des prochains jeux. Enfin, tu vois, l'argent que tu débloques pour faire les prochains jeux. Ça, c'est un truc qui nous séduit bien. C'est un truc qui séduit bien notre éditeur. Parce que forcément, pour lui, c'est, si ça se passe bien et nous, ça se passe bien avec, c'est valuable pour lui de pouvoir dire,
je te paye pour un jeu, et en même temps, c'est pas juste dès que tu as fini le jeu, tu disparais dans la nature, tu vas sur un autre projet, t'as plus le temps, tu fais plus le suivi, tu fais plus le machin. Mais tu vois, un espèce de truc sur le temps long où on se serre les coudes, on bosse ensemble et ou machin comme ça, quoi. Donc, le fantasme de mon côté, c'est de pouvoir continuer ce jeu. Et le fantasme, c'est de pouvoir dire, par exemple, tu vois, dans les trucs qui me feraient kiffer avec ce jeu, ce serait de dire, ah, tiens, il y a l'élection présidentielle française. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un petit add-on, un petit événement. Ça dure 3 mois. Quand vous vous inscrivez, vous dites, bah, moi, je suis plutôt de gauche, je suis plutôt de droite. Et on vous fait la promesse suivante. Tu rencontres et tu discutes avec des gens qui sont de l'autre bord, qui ont été modérés pour être des gens qui s'expriment avec bienveillance, et on discute. Et on met des sujets, et on dit qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, on découvre ce que l'autre pense, machin et tout. Donc tu vois, il y a des trucs à faire, il y a 1 milliard de trucs avec ce jeu. Ça peut être hyper intéressant d'utiliser ce jeu pour créer de la connexion entre les parents et les enfants. Tu vois, de mettre des trucs comme ça. Bon bref, il y a plein de possibilités. Donc voilà, donc voilà ma réponse. Ma réponse, c'est à l'heure actuelle, ça se passe très très bien avec l'éditeur. L'éditeur nous a dit j'ai envie de bosser avec vous. On a dit moi j'ai envie de bosser avec vous. On va discuter des prochains projets. Et si on trouve un accord sur le prochain projet, alors il y a des chances que KMFR bénéficie de cet accord. Et que nous, on puisse continuer à le faire évoluer, qu'on puisse continuer à faire tout ça. L'avantage de Campfire, c'est que si on se retrouve à un moment donné où, pour chacune des discussions, il y a 10 réponses, alors le jeu peut continuer à garder sa valeur et continuer à vivre sur le long terme. Donc, si tu veux, l'objectif à atteindre pour que le jeu soit viable sans qu'on ait à investir du temps quotidien à faire de la modération comme peut le faire Ziba, qui est le développeur de Kind Words, c'est un truc facile à accéder, entre guillemets. Évidemment, notre envie, c'est qu'il y ait beaucoup plus que 10 réponses par question. Mais je veux dire, on peut assurer aux gens qui vont acheter le jeu aujourd'hui ou dans 3 ans ou dans 10 ans que le jeu perdra pas de sa valeur. Parce que on n'est pas... La seule chose qui lui ferait perdre sa valeur, c'est si on arrêtait de payer la base de données qui sert à stocker tout ça, quoi. Mais même si c'était ça, si un jour on faisait ça, ce qu'on ferait, c'est qu'on ferait une mise à jour où toutes les choses qui sont sur la base de données, on les met dans les données du jeu en local et on dit juste, bah, on arrête d'enregistrer de nouvelles discussions et vous pouvez continuer à discuter avec tous les gens qui ont parlé durant toutes ces années et puis vous avez pour chaque sujet 125 réponses et ça se passera très bien et ce sera très cool, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'avenir de Campfire selon nous. Évidemment, si le jeu sort et qu'il cartonne, bah, j'imagine très bien qu'avec notre éditeur, on dira bon bah vas-y, on profite de cet argent-là pour continuer à le polish, rendre à la communauté ce qu'on a reçu et tu vois ce genre de truc-là, quoi. Ouais. Mais après, forcément, c'est toujours guidé par des perspectives bassement financières. Je trouve que c'est une réponse qui, paradoxalement, est très très bonne parce que au-delà de la nécessité économique d'un studio de forcément rentrer de l'argent et donc d'organiser la rentrée d'argent par une stratégie marketing notamment, une stratégie de partenariat avec un éditeur, on se retrouve avec toujours l'idée de l'apport de valeur quelque part, c'est-à-dire qu'il y a systématiquement cette idée de je fais rentrer de l'argent parce que je vais créer de la valeur derrière. Ça paraît ultra évident, mais effectivement, c'est pas toujours le cas et on a des entreprises qui échappent à cette logique-là en se disant que faire rentrer de l'argent, c'est tout ce qui va compter. Donc c'est pour ça que je m'intéresse autant au final aux entreprises des industries culturelles et créatives, précisément parce que c'est là où en fait on a cette volonté qu'on retrouve très souvent de j'encaisse mais derrière j'essaye de proposer quelque chose, ça me permet d'entretenir un service, ça me permet de faire quelque chose comme ça et c'est une logique que je trouve très artisanale finalement, c'est-à-dire qu'autant vous avez une entreprise qui est pas du tout dans le jeu vidéo ou dans la création animée, dans l'image animée, etc. Et pourtant en fait vous vous reconnaissez dans cette logique et c'est tant mieux. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura peut-être inspiré à vous pencher soit du côté des scopes, soit du côté potentiellement du jeu vidéo engagé, parce que le jeu vidéo c'est pas que Call of Duty évidemment, heureusement d'ailleurs, mais en tout cas cet épisode
touche à sa fin, en espérant du coup vous retrouver très prochainement pour la suite de l'entretien avec Victor, puisqu'on a parlé notamment de la logique, la vision du marché, mais aussi l'ajout de valeur justement en tant que jeu, c'est-à-dire quel est le sens du jeu que vous proposez de faire jouer. Voilà, donc en tout cas, très bonne journée à toutes et à tous, et puis à très bientôt.